Bonjour, nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr dans une série de vidéos de philosophie réaliste à l'école du père Marie-Dominique Philippe et en vue de lire saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder dans cette vidéo un exemple concret qui mettra une conclusion à l'introduction à la philosophie réaliste. Un exemple concret pour montrer comment fonctionne la méthode réaliste. Et pour cela, puisque nous sommes en 2013, je voudrais aborder une des questions polémiques du temps, à savoir le réchauffement climatique. C'est intéressant à aborder puisque on voit dans cette question apparaître toutes les méthodes possibles, les méthodes idéologiques et la méthode réaliste qui est celle de la science. Alors justement, d'abord, je voudrais montrer que ça a suscité depuis quelques années une vraie polémique médiatique. C'est un sujet dont s'est emparé partout en Occident et donc par conséquence dans le monde, l'écologie politique. L'écologie politique, c'est un système politique qui souvent a récupéré les anciens marxistes reconvertis après la chute du communisme en URSS en 1989. Et cette idéologie n'est pas exclusivement centrée sur le salut de la planète. On peut dire qu'il y a aussi une conception de l'homme que partage cette idéologie, à savoir une conception de l'homme frugal et certainement un rejet de la société capitaliste telle que le modèle américain la présente. Et donc, par la voie de l'écologie, de ce danger écologique plutôt, que représente le réchauffement climatique, eh bien, ces hommes politiques se sont emparés du sujet. Et on a vu les choses s'étaler dans les médias selon une méthode qu'on pourrait comparer à celle des prédicateurs, par exemple chez les témoins de Jéhovah, à savoir une insistance exclusive sur la peur, sur le danger, on pourrait dire sur la colonne du probable négatif. Évidemment, en insistant exclusivement sur les possibilités d'effets négatifs, ou même sur leur probabilité, en ne regardant jamais le côté peut-être positif que ça pourrait avoir, et ce qui serait normalement une démarche réaliste. Eh bien, on voit bien que la finalité n'était pas la recherche de la vérité, mais plutôt une conviction intime. Alors je voudrais montrer quelques-uns des arguments qui étaient mis en valeur. Il y aura des ouragans de plus en plus monstrueux et partout dans le monde. On pouvait dire aussi qu'il y aurait des pluies diluviennes. Et, à l'inverse, qu'il y aurait des sécheresses. Évidemment, dans une démarche réaliste, on aurait pu se demander, il y aura des pluies diluviennes où? Il y aura des sécheresses où? Et là où il n'y aura pas de pluies diluviennes et de sécheresses, qu'y aura-t-il? On peut même dire que, parfois, certains scientifiques faisaient feu de tout bois. On a vu, par exemple, à un moment donné, se développer une espèce de lutte contre les élevages de bovins, de ruminants. Parce que les ruminants, en ruminant justement, émettent du méthane, qui est un gaz à effet de serre bien plus puissant que le CO2. Et donc, une campagne de presse établissait qu'il fallait sans doute les faire disparaître. Évidemment, avec un tout petit peu de bon sens, on aurait pu considérer qu'il y a, mettons, 100 000 ans, sur les terres qui n'étaient pas peuplées par des hommes, se promenaient d'immenses troupeaux de ruminants, des bisons, des aurochs, des gnous, des buffles, toutes sortes d'animaux qui par millions peuplaient la terre et qui étaient donc absolument aussi nombreux que ce qu'il y a maintenant, qui émettaient le même nombre de méthane. Mais peu importe à la rigueur, c'était augmenter la liste des arguments négatifs qui étaient importants. On a vu à un moment donné des scientifiques faire des expériences. En effet, c'était le CO2, le gaz carbonique, qui était visé en premier comme source du réchauffement climatique, puisque il est émis dans l'air par les activités humaines, et il est particulièrement pris dans le charbon, dans le pétrole, toutes ces énergies fossiles qui sont dans le sol. Et donc des expériences ont été faites pour montrer les conséquences, à savoir que les eaux de la mer, les eaux des lacs, absorbent une quantité énorme de CO2, qui se dissout, et cela forme de l'acide carbonique. Qui dit acide carbonique dit dilution de tout ce qui est en calcaire. Et donc des expériences ont été faites dans des eaux. On a mis
je dirais, de l'acide chlorhydrique pour regarder les effets sur des coquillages. Et on a constaté que les coquilles, effectivement, se rongeaient et disparaissaient, que le coquillage mourait. Le seul problème, évidemment, c'est que ce n'est pas de l'acide chlorhydrique qui se dissout dans les mers, c'est de l'acide carbonique. Et que, à certaines périodes du monde, ils le savaient pourtant, s'ils sont scientifiques, les taux de gaz carbonique dans l'air étaient monstrueusement forts, comme on le verra tout à l'heure. Et que les coquillages existaient. Ils existent depuis des centaines, je dirais, de millions d'années. Alors évidemment, une telle méthode a suscité chez les gens, qui sont des gens plutôt cultivés maintenant, d'abord de la peur, de l'inquiétude, puis à un moment donné, une espèce d'overdose, l'impression que ça allait trop loin. Et on a vu surgir, à ce moment-là, comme une antithèse, l'inverse. À savoir que des scientifiques, ou plutôt des, entre guillemets, scientifiques, c'était aussi une démarche d'ordre politique, ont commencé à montrer que le réchauffement climatique ne posait aucun problème. Et les arguments sont venus, en particulier, de la Russie. La Russie s'est mise à dire « mais le réchauffement climatique ne pose aucun problème ». Elle est même très avantageuse. Elle fait récupérer des terres en quantité énorme. Et effectivement, lorsqu'on regarde la carte de la Russie, on s'aperçoit que une quantité énorme des terres qui sont libres sur Terre sont de cette Russie. Et ce sont des terres qui sont gelées. Ce sont des terres qui n'ont pas toujours été gelées. Il y a eu des périodes de réchauffement, évidemment. Et d'autre part, au nord, il y a des passages qui ne peuvent pas être pris par les bateaux actuellement, puisque ces mers sont gelées en permanence ou alors périodiquement. Et donc on voit que du côté de l'intérêt de la Russie, eh bien, effectivement, une campagne pour relativiser ce réchauffement climatique était quelque chose de nécessaire. Et donc, thèse, antithèse, on a vu se bagarrer dans les médias ces gens qui se disaient scientifiques. La plus terrible des choses, c'est quand un organisme peuplé par des scientifiques qui étaient uniquement pour la thèse de la catastrophe qui allait arriver avec le réchauffement, quand cet organisme s'est mis à se déclarer le seul compétent en sciences et à procéder à travers un vote, ça veut dire un effet démocratique, pour savoir si telle conséquence allait advenir ou pas. Le GIEC, car c'est son nom, était composé de scientifiques dont ceux qui partageaient des avis différents, très souvent, je dirais, démissionnaient, parce qu'il n'y avait pas possibilité de s'exprimer. Et ça a été tellement loin que certains scientifiques de haut niveau ont fini par émettre des chroniques dans des revues spécialisées en disant que la science n'était pas quelque chose de démocratique. On ne vote pas sur la vérité scientifique. Il peut y avoir un scientifique qui tout seul contre tous a raison, parce que le seul motif de la vérité scientifique, c'est la réalité. Alors je dirais que cette polémique médiatique, pour la méthode en philosophie réaliste, elle est très intéressante. Elle montre bien comment le plan de débat par thèse, antithèse, la thèse étant dans l'erreur exagérée, l'antithèse étant dans l'erreur exagérée, ne peut pas aboutir à la vérité. Ça peut faire des débats qui sont soit effrayants, soit ludiques pour les gens qui aiment voir les gens se bagarrer. Mais la vérité ne peut pas sortir de là. Je dirais que la vérité n'est pas la synthèse de deux erreurs excessives. Erreur excessive, ça paraît une expression bizarre, mais en fait, voilà comment je l'explique. Il y a dans chacun des parties des parts de vérité. Et ces parts de vérité, on les exalte au point qu'elles deviennent la totalité de la réalité considérée. Donc je parlais des histoires de bovins, etc. Phénomène réel, le méthane émis par les bovins est réel. Mais en insistant dessus, il devient quasiment le seul motif qu'on regarde. Et c'est ainsi que procède la pensée dialectique. La pensée dialectique qui n'atteint pas la vérité. Alors maintenant, comment procède la pensée de philosophie réaliste? Et je parle bien de philosophie réaliste. Je ne parle pas seulement de science. Parce que, en fait, la philosophie, c'est une discipline vaste qui contient la science réaliste, mais qui va beaucoup plus loin. En effet, dans ces affaires-là,
il n'y a pas qu'à faire de sciences positives. Donc par exemple, la mesure du CO2 dans l'air, les conséquences de cette cause, ça c'est de la science positive, puisque par définition, la science moderne, elle s'appuie sur des outils mathématiques. Seulement, la philosophie ne peut pas se contenter de ces approches d'ordre scientifique. Elle doit les intégrer, mais elle doit aller plus loin, parce que, réchauffement ou pas, il y a des conséquences sur l'homme. Et là, l'observation de l'homme, par exemple des migrations dont on parle, migrations climatiques, c'est quelque chose qui fait partie d'une recherche réaliste et qui doit être intégrée, mais qui ne peut pas être étudiée par des sciences positives, à la rigueur par des sciences humaines. Et donc, ce que va regarder la philosophie réaliste, c'est d'abord qu'est-ce qui est en jeu là-dedans. Donc, elle va, à partir de l'expérience, et c'est sa première étape, observer la réalité actuelle, et ce qu'elle connaît de la réalité tout entière, avec la paléontologie, l'étude du passé et tout cela. Bref, la réalité est son maître. Qu'est-ce qu'elle constate, la science, et donc cette partie de la philosophie qu'on appelle la philosophie de la matière? Elle constate que, effectivement, depuis que l'activité humaine s'est emballée, donc disons la révolution industrielle, le taux de CO2 dans l'air augmente, le taux de gaz carbonique. Ce gaz carbonique, qui n'est pas un polluant, qui est le gaz dont se nourrissent, entre guillemets, les plantes. C'est le gaz de la vie végétale. Et elles émettent de l'oxygène. Pourquoi est-ce que ce taux augmente? C'est très simple à comprendre. Des gisements fossiles, donc le charbon, le pétrole, le gaz naturel, sont utilisés justement depuis le 19e siècle, alors qu'avant, c'était exclusivement des gisements pris par exemple dans le bois de chauffage ou dans l'huile de baleine, donc des gisements du CO2 qui couraient en cycle dans l'atmosphère. Donc des gisements fossiles sont exploités et en brûlant la matière, eh bien on émet dans l'air ce qui en reste, à savoir de la vapeur d'eau et du gaz carbonique. Le gaz carbonique a un effet qu'on appelle un effet de serre. Ça veut dire que la lumière du soleil le traverse, mais quand elle rebondit sur Terre, elle ne peut pas entièrement repartir, ce qui fait que la Terre se réchauffe. Cet effet de serre, il est très nécessaire, évidemment. C'est lui qui explique que la Terre, eh bien, il fait bon. On sait que le gaz carbonique n'est pas le seul gaz à effet de serre, l'expérience le montre. Quand il n'y a pas de nuages le soir, pour une nuit d'hiver, eh bien, le lendemain matin, on peut être sûr qu'il y aura de la gelée. Parce que la chaleur du sol s'en va. Quand il y a des nuages, donc de la vapeur d'eau, ça forme une couverture qui fait que le lendemain, il fait beaucoup plus chaud. Parce que la vapeur d'eau provoque un effet de serre, comme une couverture qui garde la chaleur émise par le sol la nuit. Donc on le voit, cette deuxième étape, toujours fondée sur l'expérience, observe quelque chose, donc le CO2, qui est à la fois un effet de l'activité humaine et qui va être une cause. Donc ce qui fait que la philosophie réaliste et la science recherchent et trouvent, c'est qu'elle va regarder ce que produit comme effet une telle cause. Et donc il est clair que s'il y a davantage de CO2 et s'il produit un effet de serre, eh bien, matériellement, il va augmenter l'effet de serre, donc la chaleur sur Terre. À partir de là, eh bien, il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui sont dans l'idéologie dont je parlais au début. Ils voient par exemple à travers une courbe que je représente comme ça, la courbe de l'augmentation du CO2 qui monte comme cela. La courbe de l'augmentation de la température que je représente comme ça. Et donc ils vont tracer un trait et imaginer, en continuant le trait, en le prolongeant, ce qui va se passer dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et on peut en arriver, à la rigueur, si on prolonge le trait à l'infini, eh bien, pour montrer le ridicule de cette méthode, que dans 150 ans, la mer, par exemple, soit à 80 degrés. Comment peut-on dire que c'est une chose qui est aberrante au plan scientifique? Eh bien, c'est très simple, et c'est toujours par l'observation qu'on va le dire. Je disais tout à l'heure que le CO2, il est dans les réserves qui sont dans le sol, le charbon, le pétrole, le gaz naturel, éventuellement les réserves de méthane. D'où est-ce que vient ce gaz carbonique à l'origine? Eh bien, à l'origine, il est dans l'atmosphère. Il est émis aussi par la Terre, par les volcans, mais il est dans l'atmosphère. Comment s'est-il retrouvé sous forme de charbon, de pétrole, etc.?
Eh bien par la mort des végétaux, des animaux qui ont vécu pendant les centaines de millions d'années qui nous précèdent. En réalité, il y a eu sur Terre du foisonnement de vie. Je pense par exemple aux carbonifères, des fougères géantes, des prêles monstrueusement grandes, qui tombent, qui sont recouvertes par des sédiments et qui sont piégées dans le sol. Donc on peut dire que, en fait, lorsqu'on regarde la courbe de la concentration du CO2 depuis que la vie est apparue sur Terre, jusqu'au 19e siècle, eh bien cette courbe, elle baisse sans arrêt. Pour des raisons simples, c'est que les organismes vivants se servent du CO2, n'en réémettent pas la totalité dans l'air quand ils meurent, mais un certain nombre est enterré dans le sol, y compris par exemple dans les falaises de craie. Par exemple avec le carbonate de calcium, donc quelque chose qui est dû aux coquilles de petits animaux. Résultat, à notre époque, puisque la courbe s'est inversée, on peut dire que nous sommes à la concentration de CO2 qu'il y avait sur Terre il y a 150 000 ans. Et si nous continuons l'exploitation des ressources, eh bien, nous remonterons dans le passé, au fur et à mesure. Et un jour, nous atteindrons la concentration de CO2 qui était sur Terre il y a 1 million d'années. Eh bien, il faut regarder quel était le climat il y a 1 million d'années, il y a 20 millions d'années, il y a 65 millions d'années, à l'époque des dinosaures, avant que ne tombe la fameuse météorite qui les tua. Et on constate que jamais il y a eu un réchauffement climatique au point de tirer une droite qui amène quasiment à la fin du monde. Jamais. Il y a donc d'autres causes qui produisent d'autres effets et qui fait que la Terre, elle se régule, évidemment. Évidemment, on ne peut pas connaître toutes ces causes. C'est d'une complexité telle que les scientifiques ne peuvent pas mettre en équation tout ce qui intervient. Mais on imagine très simplement que s'il fait plus chaud, il y a davantage de vapeur d'eau qui est émise par les océans, par les lacs. Et donc, davantage de circulation d'eau, davantage de pluie. S'il fait plus chaud, il peut y avoir les pôles qui sont plus froids et le courant froid qui circule plus vite vers l'équateur qui est plus chaud, etc. Bref, le nombre de variables est tellement considérable qu'il est impossible de faire un modèle sauf sur une chose. Jamais, depuis l'époque, je dirais, où la vie complexe est apparue sur Terre, jamais il n'y a eu de réchauffement au point de détruire la vie sur Terre. Jamais. Et je dirais même, jamais il y a eu la Terre, par exemple, lorsque les époques étaient très chaudes, qui était un désert stérile. Jamais il n'y a eu de sécheresse qui ont recouvert la Terre entière, bien au contraire. Jamais, à l'inverse, il n'y a eu, je dirais, de pluies diluviennes qui recouvraient toute la Terre, au point que le déluge, d'ailleurs biblique, c'est quelque chose qui est impossible, qui n'a pas pu exister. Par contre, évidemment, si il y a davantage de température, il est clair qu'il est arrivé des époques où les pôles ne retenaient pas une aussi considérable quantité d'eau, où les pôles étaient beaucoup moins, je dirais, gelés. Mais il y a toujours eu de la glace aux pôles, évidemment. Alors maintenant, est-ce qu'on peut, par une démarche philosophique qui s'appuie évidemment sur une vague connaissance, parce qu'on en est là pour les météorologistes, une vague connaissance de quelques-unes de ces lois, est-ce qu'on peut prévoir certains effets? Eh bien je dirais que dans une démarche philosophique réaliste, oui, on a le droit de le faire, mais avec une grande prudence, et jamais en mettant la terreur, puisque je viens de le montrer. La Terre, visiblement, a connu des périodes de réchauffement extrême, de concentration de CO2 absolument unique, au point qu'à un certain moment, il y avait tellement de concentration de CO2 et d'oxygène dans l'air que l'air était explosif à cause de l'oxygène, et que l'eau, si elle avait été prise actuellement, elle serait pétillante. Ça veut dire que c'est de l'eau, un peu comme l'eau minérale pétillante qu'on boit. À l'époque, elle n'était pas pétillante puisque l'air était saturé de CO2. Et bien pour ce faire, le philosophe va faire, avec prudence, une colonne du négatif et une colonne du positif. Et là, il va pouvoir se servir des arguments de ceux qui soulevaient des thèses et des antithèses tout à l'heure. Mais toujours en opposant
à quelque chose de négatif la possibilité qu'il y ait quelque chose de positif, pour peser le pour et le contre. Alors, par exemple, ceux qui voient que la catastrophe disent « il y aura davantage d'ouragans et d'ouragans beaucoup plus violents ». Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Parce que tout simplement, plus de chaleur, plus d'évaporation provoque davantage d'ouragans. Le moteur des ouragans, c'est justement une chaleur à une certaine température et des océans. Donc il y a des endroits comme cela. Seulement, attention, ça concerne des endroits particuliers. Dans la colonne du positif, il faut mettre en face ceci. Plus de chaleur égale plus d'évaporation d'eau, égale plus de nuages, égale plus de pluie. Donc, globalement, pour des terres qui parfois sont désertes, où il ne pleut pas, plus de précipitations. Plus de précipitations, ça veut dire quoi? Eh bien, plus de vie végétale, évidemment, puisque la vie végétale a besoin d'eau. Autre colonne du négatif. Les mers s'acidifient. C'est vrai, l'augmentation du CO2 acidifie les mers. Et certains en concluent déséquilibre des mers, mort des espèces. Argumentation en réponse positive, en disant que la vie, elle a connu ces niveaux de CO2 extrêmement fortes et qu'elle s'est toujours adaptée. Évidemment, on pourra dire qu'elle s'est adaptée parce que ces augmentations et ces diminutions se faisaient très lentement. Oui, c'est certain, c'est un élément négatif. Élément positif, par contre, qui dit davantage de CO2, dit davantage de croissance des plantes. Puisque les plantes, justement, transforment le CO2. Plus d'eau, plus de CO2, c'est deux des conditions qui fait que la vie végétale devient foisonnante. Continuons nos argumentations. Certaines terres sont perdues, seront perdues. En effet, l'océan ne peut que monter puisque la glace des pôles, la glace qui est sur la terre, pas la banquise ne fait pas augmenter quand elles fond la hauteur des mers, mais la glace des pôles fond. Donc c'est certain. Je dirais même que entre l'époque où il faisait très froid, il y a à peu près 20 000 ans, et notre époque actuelle, où il y a eu 4 à 5 degrés de différence, la mer est montée de 120 mètres. Ça montre bien que lorsqu'il fait plus froid, l'eau se transforme en givre qui se place sur les continents et donc la mer baisse. À l'époque, on sait bien qu'on pouvait passer de l'Angleterre à la France comme ça, à pied sec, et des hommes le faisaient. Donc, augmentation de température égale augmentation de la montée de la mer. Donc, des terres disparaissent. Les îles basses, les atolls, là où est le corail. Mais aussi, par exemple, des pays comme la Hollande, le Bangladesh, etc. C'est un fait. On ne peut pas le nier. C'est donc la conséquence des migrations climatiques qu'on peut attendre. Mais, colonne du positif à mettre à côté, l'augmentation considérable des terres habitables. D'abord, aux endroits où il pleut davantage, puisqu'il y a davantage d'évapotranspiration dans l'atmosphère. Et deuxièmement, à cause du réchauffement. Le Canada du Nord, la Terre de Feu, la Sibérie, toutes ces terres qui, si elles se réchauffent évidemment, deviennent davantage habitables. Ça, il faut le mettre dans la colonne du positif. Colonne du négatif, toujours en conséquence de ce que j'analyse ici. Des migrations de populations, des populations qui quittent des terres devenues inhabitables. Si l'effet se produit, c'est un fait. Donc ces migrations auront lieu. Ça, c'est un problème qui ne touche pas la science, mais qui touche véritablement la philosophie politique. On sait que l'émigration est un phénomène qui est embêtant, qui est difficile à gérer. Seulement, colonne du positif. Lorsqu'on regarde les migrations économiques, on s'aperçoit qu'elles sont bien plus rapides, bien plus puissantes que ces phénomènes qui sont, je dirais, un petit peu comme le diesel, c'est-à-dire qu'arrivent lentement. Par exemple, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé depuis 40 ans, à cause des migrations économiques, ne serait-ce qu'en Europe, eh bien, 10% de la population est musulmane. Et ça, c'est dû à l'immigration. On ne peut pas le nier. Et les choses, finalement, se passent à la fois bien, à la fois mauvaises, mais pour des problèmes d'assimilation, de culture
radicalement différentes. Donc s'il y avait ici ou là des migrations climatiques, eh bien c'est un problème qui se gère évidemment humainement. Ce n'est pas un problème qu'il faut mettre en avant au point de voir la catastrophe et la fin du monde. De même, ces terres absolument dépeuplées, comme le Canada du Nord et la Sibérie, eh bien ce sont peut-être des terres qui mériteraient d'être peuplées. L'une des colonnes du négatif les plus à signaler, c'est l'impact sur la faune et la flore. La faune et la flore qui sont déjà fragilisées. Il est clair que si la température monte, certaines espèces n'arrivent plus à vivre. Que si la température baisse, c'est la même chose. Alors en général, les choses se font assez lentement, ce qui fait que les populations de plantes et les populations d'animaux peuvent migrer. Ici, on annonce que ça se fait beaucoup plus vite. En réalité, je n'en suis pas sûr du tout. Lorsqu'on regarde l'histoire de les variations climatiques, on s'aperçoit que depuis à peu près 150 000 ans, c'est une courbe qui est véritablement en dents de scie, avec des refroidissements quelquefois brutaux et des réchauffements tout aussi brutaux. On se souvient que l'humanité occidentale l'a connu. Par exemple, le petit âge glaciaire à l'époque de Louis XIV, où on peut marcher, traverser la Seine sur la banquise, sur de la glace, l'hiver. À l'inverse, vers l'an 1000, une sorte de printemps véritablement de chaleur, qui fait que jamais on n'a connu une telle augmentation de la population européenne à l'époque. Donc, cette colonne doit être signalée dans le négatif. Il y a un risque pour l'écologie. Mais là où on peut mettre ça dans une colonne du positif, c'est ceci. Lorsqu'on regarde tous les réchauffements, refroidissements qui ont été connus par la Terre, disons, depuis que les hominidés existent, on s'aperçoit par exemple pour les mammouths qu'à chaque fois, ils ont simplement remonté puis redescendu pour aller là où ils faisaient la température qui leur convenait. Ils n'ont disparu qu'une seule fois, lorsqu'il y a eu une constante en plus, à savoir la présence des chasseurs-cueilleurs humains. Il ne faut certainement pas être grand clair pour se rendre compte que, sans doute, ces animaux qui mangeaient dans des steppes pas très riches, qui avaient peu de petits, ont été simplement chassés et qu'un tout petit déséquilibre venant de nous, l'espèce humaine, explique probablement la disparition de ces espèces géantes de mammifères. La conséquence, c'est que le réchauffement climatique n'est pas un vrai problème. Le vrai problème, c'est le manque de respect de l'homme par rapport à la nature. L'exploitation éhontée qu'on fait des espèces. Et donc ce problème-là, il ne se règle pas en paniquant sur le CO2. Il se règle plutôt par l'éducation humaine. Et il y a véritablement là un travail à faire, un travail écologique. Qu'on se souvienne par exemple de ce qui se passe en France depuis quelques décennies. L'augmentation de l'intelligence agronomique a permis de réduire les surfaces cultivées. Un hectare de maintenant produit peut-être 100 fois plus qu'un hectare il y a un siècle et demi. Ce qui fait que jamais en France il n'y a eu autant de paysages sauvages, de forêts. Des territoires entiers difficiles à cultiver sont laissés à la nature. Et le loup parfois même revient. Donc l'intelligence humaine, avec, je dirais, la gestion de l'agronomie. Éventuellement, pourquoi pas, la fabrication de plantes cultivables qui peuvent pousser avec moins d'eau, moins de pesticides et nourrir davantage l'humanité. Eh bien, l'humanité est capable, avec son intelligence, de le faire. Donc je dirais que ce problème du CO2, il faut certes le regarder. Il ne faut pas qu'il y ait une explosion de l'effet de serre au point que la nature ne pourrait pas se retourner. Mais il faut bien regarder la cause première qui abîme la nature, à savoir l'être humain. Et ça, ce sont des décisions, je dirais, des gouvernements réunis au niveau de la gouvernance mondiale qui doivent être prises. Alors je dirais que je m'arrête là pour faire la colonne du positif et du négatif, pour bien montrer à quel point, avec l'absence d'idéologie, on peut véritablement et sans passion mettre les problèmes à leur juste place. Seulement, il faut le reconnaître, tout ce que je dis depuis à peu près 10 minutes avec ce tableau du positif et du négatif, eh bien, ça reste flou, ça reste vague. Pourquoi ? Parce que
Évidemment, je ne suis pas moi-même scientifique et surtout, je n'ai pas expérimenté en acte ce qui se passe quand le taux de CO2 atteint tel chiffre. Résultat, comment faut-il faire pour avoir davantage de certitude que cette simple vidéo didactique sur la méthode en philosophie réaliste? Eh bien, il faut utiliser tous les moyens de la connaissance, à commencer par le retour à l'expérience. Et le retour à l'expérience, ça consiste tout simplement à ce que les scientifiques étudient l'état de la Terre il y a 150 000 ans, lorsque le taux de CO2 était le même que maintenant. Que les scientifiques étudient ce qui se passait il y a 1 million d'années, lorsque le taux de CO2 était bien plus important que maintenant. Pour regarder concrètement les défis. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? C'est à eux de le déterminer. Mais pour un philosophe réaliste, on sait bien. Il s'agit d'aller vérifier des petites, comment dirais-je, des particules d'air qui sont gardées par exemple dans des glaces très anciennes pour calculer le taux de CO2. Il faut faire des carottes, c'est-à-dire des espèces de coupes longitudinales dans le sol pour vérifier quelle était la faune, la flore à ces époques-là, partout sur Terre. Regardez l'impact. Il ne faut pas se contenter de mesurer la vie à la quantité de CO2. Il faut regarder aussi l'impact du Soleil, de la proximité de la Terre. On sait qu'il y a des grands cycles comme ça. Il faut donc se confronter à toutes les problématiques. Et plutôt que de se comporter en occidentaux, effrayés, un peu comme les Gaulois de jadis, parce que le ciel pourrait tomber sur la terre. Il faut rester jeune et savoir que la nature, la terre, elle bouge sans arrêt, depuis toujours. Que l'homme, il a un impact écologique sur la terre, qui peut être extrêmement négatif, et qu'il ne faut pas aboutir à cette fameuse 6e extinction que certains annoncent, et là pour le coup avec raison, à cause de l'espèce humaine qui prend toutes les terres. Mais qu'il ne faut pas non plus utiliser des méthodes aberrantes. Nous sommes à une période où l'homme est de plus en plus intelligent. Et donc les méthodes, style témoin de Jéhovah, la terreur de la fin du monde, etc., eh bien c'est quelque chose qui visiblement ne peut pas avoir d'impact sur des peuples qui sont un minimum cultivés. Alors voilà, après avoir établi cet exemple qui montre comment on part de l'expérience, comment on cherche des causes, comment on décrit des lois, comment on retourne enfin à l'expérience, toujours, parce que seule la réalité est le maître d'une pensée réaliste, eh bien, il faut maintenant entrer dans les diverses parties de la philosophie, à savoir philosophie du travail, philosophie éthique, philosophie politique. Et puis les parties plus spéculatives, la connaissance pour elle-même, philosophie de la matière, philosophie du vivant, métaphysique et sagesse, sagesse naturelle. D'où est-ce que nous venons ?